Chers amis, même si vous n'êtes pas bouddhiste, vous êtes déjà familiarisés avec l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire il a dit que chacun de nous a un corps et un esprit. Mais parfois, l'esprit, comme une formation mentale de l'esprit nous emporte assez loin. Et pour ramener nous-mêmes au paix, au calme, au Bouddha en nous-mêmes, il faut la respiration. Donc, 3 points importants. Le corps, l'esprit et la respiration. Et c'est la respiration qui est le ficelle qui vous tire vers la direction plus calme, etc. Donc, le corps, l'esprit, et il est très habile, un très grand maître, parce qu'il sait que nous avons un corps, un esprit, mais parfois l'esprit est emporté par la colère, la peur, la haine et la violence et tout ça. Et comment contrôler? Et il a dit la respiration, donc il a donné tout un enseignement concernant la respiration consciente. Et il y a seulement 16 exercices, mais le livre La respiration consciente, ça existe en français. Il y a un petit coffret de 3 volumes, La respiration consciente. J'ai oublié mes 2 autres aussi dans un coffret qui est très important. Et pourtant, c'est moins bien que s'il y a un autre livre, je ne sais pas le mot en français, Hơi thở trị liệu en vietnamien. Et il a donné l'enseignement en anglais 21 jours dans une retraite à Burlington, au Vermont. Et dans cet enseignement, il enseigne très clairement. Mais je ne vais pas vous énumérer tout ça, tout simplement. Je pense que Sœur Thanh Y, hier, a parlé déjà des 4 premiers enseignements. Respiration, 4 exercices. Le Bouddha est un très grand maître. Il commence par dire que, bon, vous respirez, tout le monde respire. Si on arrête de respirer, on est mort. Et pourtant, êtes-vous conscient que vous êtes en train d'inspirer ou expirer? Maintenant, je vous pose la question, oui, je suis en train d'inspirer. Mais si je vous pose la question, peut-être, on pense. Donc, le premier exercice, c'est je suis conscient que je suis en train d'inspirer, je suis en train d'expirer. Donc, vous commencez à faire un point, parce que toute votre vie, depuis la naissance jusqu'à cet âge, vous n'avez pas pensé que vous êtes en train d'inspirer ou expirer. Mais grâce à ce premier exercice, vous êtes conscient, je suis en train d'inspirer. Je suis en train d'expirer. Je suis en train d'inspirer. Donc, premier exercice, être conscient qu'on est inspiré ou expiré. On est en train d'inspirer ou expirer. Premier exercice. Parfois, il y a d'autres exercices qui disent que premier exercice, j'inspire. Deuxième exercice, ça devrait. Oui, nghe được. Vous m'écoutez, vous entendez bien maintenant, c'est mieux. Je m'excuse, je prends un peu de menthe pour calmer mon petit toux. Et donc, deuxième exercice. Premier exercice, être conscient qu'on est en train d'inspirer ou expirer. Deuxième exercice, être conscient que notre souffle aujourd'hui peut être trop court. Aujourd'hui, on a fait une course de gymnastique quelque part et même si j'inspire, c'est assez court. Même si j'expire, c'est assez court. Faites attention seulement à votre respiration, sans jugement.
sans jugement. Alors, il faut faire plus long, il faut faire plus court. Non, on n'a pas besoin d'être conscient qu'on est en train d'inspirer ou expirer, premier exercice. Deuxième exercice, ma respiration aujourd'hui c'est un peu court parce que j'ai un peu trop fait trop de travail physique. Bon, demain, ma respiration sera plus longue. C'est tout, sans jugement. Donc, deuxième. Donc, il est très, très habile pour vous aider. Ces exercices de Bouddha, c'est si simple. Je suis conscient de ma respiration. Ma respiration aujourd'hui, c'est assez long. Parce que je suis calme. Ce matin, j'ai fait une méditation assise par moi-même et je suis plus calme. Et je fais une marche méditative dans le jardin et c'est pas mal. Donc ma respiration maintenant est plus longue. Inspirer plus long, expirer plus long. Donc, premier ici, parce que j'écris très mauvais, mon écriture n'est pas jolie et je n'ose pas écrire trop long, des phrases trop longues, mais vous notez. Premier exercice, je suis en train d'observer ma respiration. Deuxièmement, j'observe, c'est une longue inspiration, courte inspiration. Troisièmement, je suis conscient de tout mon corps. Troisième exercice. Je suis conscient de la présence de tout mon corps. Tout mon corps. Quatrième exercice, je calme tout mon corps. En position assise ou debout, je suis conscient de la présence de tout mon corps. Je calme. Je relâche les tensions. Hier, normalement, Seigneur Yves vous a raconté déjà ces 4 exercices. Aujourd'hui, je ferai les 4 autres. 5e exercice. Je suis conscient que je suis joyeux. Touchez ce qui est positif en vous tout de suite. Oh, j'ai des petits problèmes de santé, mais c'est rien. Je suis joyeux parce que on touche les choses positives au village des Pruniers. Ah, finalement, j'ai pu arranger pour me débarrasser de toutes les responsabilités ici, là, et finalement, je peux aller au village des Pruniers. Donc, je me sens joyeux. Ah, finalement, au village des Pruniers, bien que ma salle est un peu trop de monde, et il y a une personne qui ronfle. Je ne suis pas tellement content, mais tant pis, je suis au village de Fougnier. Et ça, c'est 5e exercice. 6e exercice, et je sens heureux. Le mot joyeux et heureux, notre maître a expliqué d'une façon. Joyeux, on dit joyeux tout de suite, mais heureux, c'est un peu plus calme. On sent le bonheur, on sent la joie qui entre tout doucement. En vietnamien, c'est hỷ. Hỷ, c'est la joie. Mais lạc, c'est la joie approfondie. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Et donc, je sens mon cœur plein de bonheur. Je sens tout mon être plein de bonheur. Donc, vous touchez ce qui est bien. Et maintenant, après avoir touché ce qui est positif, il faut être conscient, vous n'êtes pas venu ici seulement pour les vacances, il y a des petits soucis que vous aimeriez résoudre. Et donc, je suis conscient de cet état mental de moi-même. J'ai un petit souci sur ma santé. Donc, je suis conscient d'une quelque chose, un souci, une irritation, une peur ou une colère. On a une colère avec quelqu'un, on doit venir ici pour s'entraîner à calmer, à s'en sortir. Et donc, ça c'est très important. Si vous, le
le 7e exercice. Je suis conscient des formations mentales, joie, tristesse, peur et tout ça. Il faut faire attention à ceci. J'inspire, je suis conscient de ma tristesse. Et il faut vous rappeler que quand je suis en tristesse ou en colère ou en irritation, vous n'êtes pas le meilleur de vous-même. Donc il ne faut pas agir. Quand on n'est pas le meilleur de nous-mêmes, il ne faut pas agir. Il ne faut pas essayer de faire un effort pour lui dire quelque chose. Lui peut être votre fils adulte qui est très difficile, que vous devez essayer de le persuader de ne pas faire cette gaffe, cette maladresse, cet acte plein de maladresse. Mais il est adulte déjà, il est têtu. Il a un peu de son père qui ne m'écoute jamais. Alors, il faut essayer de trouver le moyen où vous êtes très calme. Donc, quand on est en colère, promettez-moi de ne pas parler. Quand on est en colère, quand vous n'êtes pas relativement calme, il ne faut jamais parler. Souvent, il y a des gens qui m'aiment et qui disent « Est-ce que je peux avoir une photo avec vous ?» J'ai dit « Oui, avec condition. » Condition, c'est-à-dire vous devez me promettre que quand vous êtes en colère, ne montrez pas votre visage très moche devant les autres. Essayez de faire une marche méditative pour vous rendre plus agréable, plus calme avant de parler. Et ne pas montrer votre visage moche ou votre visage plein d'irritation. Retournez à votre souffle pour une marche méditative ou si les gens sont en train de parler et vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte et vous mettez une main sur votre abdomen pour sentir le gonflement et l'abaissement de votre abdomen. Comme ça, vous arrêtez de penser à votre irritation. Et vous êtes plus calme. C'est comme le son de cloche. Il n'y a personne qui sonne la cloche pour vous. Donc, vous revenez à votre souffle. Sortez en plein air pour faire une marche méditative. Je me calme, je relâche, je souris, je suis libre. Fleurs fraîches, montagnes solides, espace libre. Vous marchez jusqu'à vous sentez plus calme. Marchez totalement avec fleurs. Et les fleurs autour de vous qui sourient à vous, fraîches, 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 souris, fleurs, fleurs, jusqu'à ce que vous soyez plus calme. Et quand vous serez plus calme, vous regardez profondément la situation. C'est un fils adulte qui est très dur, ou si c'est votre partenaire, une femme qui est travaille, qui n'a pas beaucoup de temps pour vous écouter. Alors, il faut penser, de dire de telle sorte que ça glisse dans ses oreilles. Et comment faire? Donc, vous regardez profondément, c'est le vipassana. Donc, vous venez ici une semaine, la méditation bouddhique, deux choses. Arrêtez d'être dispersé, revenez à votre souffle et regardez profondément pour toucher le point essentiel de l'autre et dire ou parler de telle sorte qui touche son cœur, qui touche ses calmes, ses difficultés, qui enlève sa peur. Parfois, lui, il a plein de peur et il ne veut pas vous écouter. Alors, vous savez, quand vous regardez profondément, ce n'est pas la question de colère de l'autre, mais c'est sa peur. Alors, il faut approcher l'autre de telle sorte qu'on enlève la peur. Écoute, tu ne vas pas recevoir un enseignement de morale à maman, de maman. Maman ne veut pas t'enseigner. Maman ne veut pas, pour enlever la peur d'être enseigné par la maman difficile. Et vous touchez ce qui est sensible en lui ou en elle pour calmer et vous parler. Donc, c'est très important le point 7, c'est-à-dire
conscient de ce qui se passe en vous. Le bonheur, c'est bien. Vous marchez en plein air, vous regardez l'air qui entre, l'air qui sort. Rafraîchissez-vous pour sentir plus de fraîcheur, plus de calme, et ça aide. Donc, mais si c'est une colère, si c'est une peur, il faut me promettre de ne pas parler quand vous n'êtes pas en paix. Donc, il ne faut pas parler. Mais ça ne veut pas dire que vous allez supprimer votre colère. Ce n'est pas bien. On supprime la colère et un jour ça explose. Il y a une dame qui m'a dit que mon mari, c'est étrange, il ne dit rien. Mais un jour, quand il y a une goutte de soy sauce qui est tombée sur la table, il a donné un coup de pied et toute la table est sautée. Et j'ai dit, parce qu'il est en colère et vous n'avez pas essayé d'écouter, et puis la semence de colère est comme ça. Une deuxième fois, il est en colère, il ne peut pas exprimer, ça devient un gros saut de colère, et un jour, une goutte de soy sauce, de sauce de soja, que le petit garçon, par maladroite, a versé et l'a donné pour la table de dîner. Donc, il ne faut pas supprimer votre colère. Vous savez que vous êtes en colère, il est en colère, vous devez vous calmer, mais il ne faut pas le laisser traîner trop long. Quand vous êtes plus calme, vous touchez ce qui est positif en lui, et parfois, on n'a pas besoin de dire directement à lui, parce qu'on est en colère entre vous, et vous n'allez pas le dire, et il ne va pas écouter. Alors, vous prétendez de parler aux enfants, et essayez d'arroser les appréciations, arroser les fleurs en lui. Fils, tu sais, tes problèmes de maths sont très mauvais maintenant, et c'est pas bien. Ton papa est un homme très calé en maths. Dans le passé, il est toujours premier en maths. Et c'est honteux que tu es son fils et tu ne sais pas. Il faut approcher papa. Papa, tu me donnes des leçons de maths pour que je sois aussi bien que toi. Ou bien, un autre jour, tu sais, les autres papas, ils s'arrêtent à des bars pour boire un coup. Et ton papa revient tout de suite à la maison avec vous. Et vous ne réjouissez pas de la présence de papa. Il faut venir à papa et parler de choses très gentilles à papa. Bon, ça rend papa moins dur, moins irrité. Et donc, on arrose indirectement ceci, cela pour qu'il soit plus calme. Mais un jour, vous regardez profondément, vous devez toucher ce qui est bien en lui. Vous allez approcher à l'autre pour exprimer votre appréciation. Tu es très, très gentil, tu as malgré des difficultés, tu as fait ceci. Puis vous allez parler de votre souffrance, votre colère. Mais il faut toucher d'abord les points positifs. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rappelé dans les Begin Anew, le nouveau départ des couples. Quand j'ai invité, il y a un couple qui est sur le point d'être divorcé, de se divorcer. Et je lui ai dit, maintenant, vous pouvez parler, pourquoi vous mariez cette dame? Et il a oublié, mais oui, et il a parlé des choses très nouveaux pour elle, parce qu'il y a des choses qui l'ont touché au cœur, mais il n'a pas dit à sa femme ou à son bien-aimé. Et il a dit des choses formidables. Elle est surprise. Il a aimé cela. Et puis il part, et puis je tourne à la femme, dis, et vous, pourquoi vous acceptez cet homme? Et bon, elle a dit, bon, je l'ai vu, il a l'air gentleman, bien, mais ce qui est bien, c'est qu'il est très calme, il regarde pas comme les autres hommes qui bavardent. Bon, il est content, alors ça apaise déjà les sentiments, c'est-à-dire les gens qu'on n'aime pas. Alors maintenant, on parle de notre souffrance. On ne dit pas on est en colère, mais on dit
tellement souffert l'autre jour quand tu as fait cela. J'ai souffert et je ne comprends pas pourquoi tu as fait cela. Parfois, vous pensez qu'il est méchamment voulu vous terroriser, mais quand vous posez la question d'une façon très ample, sans juger, mais vous exprimez votre souffrance sans juger. J'étais très malheureux l'autre jour, devant tout le monde, et tu as dit ceci. J'étais tellement malheureuse. Mais je sais que tu es un homme qui est bien, sensé. Tu n'as pas voulu me humilier. Mais si tu dis quelque chose là, peut-être derrière ta parole, derrière ton action, il y a des choses qui se passent que je suis dans l'ignorance. Et je ne suis pas au courant des informations que tu as reçues de moi, peut-être. Une personne a dit que ta femme est partie, je l'ai vue partie avec un homme quelque part, on ne sait pas. Alors, il faut que je sache un peu pourquoi tu t'es comporté de cette manière qui m'a rendu très malheureux. Et vous n'êtes pas au courant du tout. Il a dit, et pourtant, vendredi dernier, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de rentrer, tu as dîné avec quelqu'un, etc. Bon. Vendredi dernier? Oui, mais c'est mon cousin. C'est celui que maman a élevé en même temps avec moi. Nous sommes vraiment comme des frères, un frère et une sœur. Mais il est parti comme militaire et très longtemps, on ne l'a pas rencontré. Et un jour, il a fait un saut en passant par Paris. Et il a dit, est-ce qu'on peut se rencontrer un petit moment? Pourquoi pas prendre un petit quelque chose, un sandwich dans un petit cafétéria avant que je parte encore? Alors, quand vous entendez la nouvelle, oh oui, c'est un malentendu. Mais sinon, vous pensez que une rencontre importante, vous voulez voir votre femme, et il y a des amis de votre famille, et puis elle n'est pas venue, elle a dit, je suis empêchée, excusez-moi, je ne peux pas rentrer. Mais quand vous posez la question de cette manière, elle a donné toutes les explications, vous savez que c'est un malentendu. Et dans la vie, il y a beaucoup de malentendus comme ça. Le 7e exercice, on est conscient de ce qui passe en nous. Ce qui passe en nous, vous avez une idée de ce qui passe. Mais vous avez une notion de Sœur Tian Khong. Et vous pensez que... vous me voyez tous, hein, mais vous ne me voyez que 1/10 ou 5%. Parce que même si vous avez lu mon livre « La force de l'amour », vous avez vu que j'ai grandi comme ça, j'ai travaillé contre la guerre, je suis avec Thai, et vous pensez que je suis conscient de 90% de Sœur Tian Khong, 10% au maximum. Et si vous avez, et ça on appelle dans le bouddhisme la perception. Après avoir vu moi, entendre ma voix, lu mon livre, mémoire, vous pensez que vous avez une notion très proche de Sœur Tian Khong. Et pourtant, 10%. C'est pas grave. Mais si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, vous êtes tombé amoureux seulement de 5%. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Le problème, c'est parce que vous êtes tombé amoureux de 5%, mais vous êtes si sûr que c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Et 5%, c'est correct. Mais 95%, c'est une peinture sur lui. C'est-à-dire vous imaginez. Et comment vous imaginez? C'est de votre conscience très fond. C'est-à-dire, vous regardez quelqu'un à l'âge de 3 mois, votre maman est très occupée et une cousine de maman est venue avec des longs cheveux, une jupe bleue avec une chemise blanche, mais elle est très douce, elle parle gentiment au petit garçon. Et ça tombe dans la conscience des tréfonds du petit garçon, une image, jupe bleue, chemise blanche, longs cheveux.
Et puis, il va à l'école à l'âge de 5 ans. Il y a des institutrices qui font ceci, cela, avec des paroles très gentilles. Ça touche le cœur du petit garçon. Une deuxième caractéristique. Et puis, mais il n'a pas de choix. Par exemple, quand il est malade, il a attrapé un coup de froid. Maman a posé la main sur sa tête. Oh, mon pauvre chéri, tu as un coup de froid. Attends, maman va faire une soupe. Une soupe contre le froid. Et tu vas boire une soupe, c'est-à-dire assez beaucoup de liquide. Mais il y a du gingembre, il y a du coriandre, il y a du poivre. Et c'est très bon. Et le petit garçon a bu la soupe chaude, aussi a bu l'amour de maman, avec ses soins-là. Tu te sens bien? Oui, maman, c'est bien. Non, c'est la soupe pour surmonter le coup de froid. Et pour lui, c'est un point très important. Et puis, il y a des paroles, des manières de cette dame, une dame ou quelqu'un, et ça touche le petit garçon. Donc, quand il vous a rencontré, vous avez une jupe bleue, vous avez une chemise blanche, vous avez les longs cheveux, et puis vous pensez, et lui dit, oui, c'est la femme de ma vie, j'ai attendu. Mais vous avez oublié qu'à 3 ans, vous avez aimé ça. Simplement, ça touche tendrement le cœur, le petit garçon. Et le reste, vous pensez qu'elle saura faire la soupe chaude aussi? Elle n'a pas su. Elle n'a pas su du tout. Et puis un jour, on est en train de marcher, faire une balade ensemble, et il y a des coups de froid, il y a le vent, il y a tout ça. Elle dit, oh, j'ai chaud, j'ai froid. Je pense que peut-être c'est pas bien aujourd'hui. Je te verrai demain. Et elle a dit, oh, ne t'en faites pas. Oh, un coup de froid, c'est rien. Voici le paracétamol. Prends-le. Et puis ça part. Elle attend la soupe chaude au gingembre. Prends le paracétamol, c'est très bien. Et ça passera. Vous êtes choqués. Hein? Parce que la soupe chaude au gingembre, c'est vous avez qui a faim. Elle a la jupe bleue, elle a la chemise blanche, elle a les longs cheveux. Mais il y a d'autres caractéristiques que vous pensez qu'une personne formidable doit avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors qu'elle a 1, 2, 4, 5. Et le reste, c'est vous qui avez dessiné. Et que vous rentrez. Et c'est pourquoi, quand elle a dit « Oh, ne t'en faites pas, ne sois pas paresseux, prends le paracétamol. » Vous êtes choqués? Il ne faut pas montrer votre visage très moche. Merci mon ami. Vous faites une marche méditative. Tu sais, quand je suis malade, c'est formidable si j'ai une soupe chaude au coriandre, au gingembre. Une soupe chaude au coriandre, au gingembre, mais moi, je ne sais pas faire. Alors demande à maman, maman a su faire. et ça me rend très heureux. Mais pourquoi pas? Et vous pouvez apprendre les nouveaux caractères qu'il aime. Et elle peut parler gentiment des choses qu'elle aime et qui n'est pas au courant. Et vous dites, tu sais, au lieu de passer 3 semaines en plage, j'aimerais passer 1 semaine au village des pruniers. Village des pruniers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des prunes d'Agen? On peut acheter à Bordeaux, c'est pas la peine. Non, ici tu verras, il faut que tu goûtes 1 semaine avec moi. Et puis je passerai 2 semaines en plage avec toi. Donc on doit faire un compromis. Il ne faut pas dire non, tu dois choisir soit le village des pruniers, soit pas du tout. Et comme ça, vous allez perdre votre ami. Et donc vous acceptez un compromis, passez 1 semaine au village des pruniers. Et il ne faut pas faire une gaffe comme la maman. Il y a une maman qui est venue au village des pruniers avec ses 2 fils, 2e année de médecine. Ils sont assez adultes et elle aime la pratique ici. Mais elle est venue, elle a dit,
il faut que tu passes au village de Prunier. C'est tout près de Bordeaux. Il y a du très bon vin. Vin de Bordeaux, vin de Basillac, vin de Côte de Duras, il y a plein de bons vins. Et c'est pas bien de dire comme ça. Il faut laisser ne rien parler. Tu vas voir, tu vas découvrir petit à petit. Mais quand elle est venue, elle a dit, c'est mon fils, deuxième année. Elle n'a pas donné ce qu'elle a raconté à Vietnamiens. Vous entendez maintenant? Et comme j'ai vu qu'ils sont vietnamiens, alors j'ai dit, oh, allez au hameau du milieu. Et les sœurs, les frères au hameau du milieu ne sont pas informés que le fils a été persuadé par maman de venir au village des Pruniers pour goûter le vin de Bordeaux, ce qui est totalement faux. Alors, à 5h30, la cloche sonne. Ah, on se réveille. On doit faire la méditation assise. Méditation assise, pourquoi? Il n'y va pas. Et il marche vers le hameau du bas, c'est pas loin. Maman, tu as dit vin de Bordeaux, rien. Et maintenant, on m'a fait comme en prison. 5h30, ping, 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 ping. Restez assise. Je n'aime pas ça. Il faut que je m'en vais. Et la maman, sœur, secourez-moi, secourez-moi. Maintenant, mon fils a voulu. Mon fils a voulu partir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et je lui ai dit, normalement, on reçoit les gens le vendredi ou le samedi, et vous allez repartir samedi prochain. On n'a pas de voyage pour cela, mais tant pis. Exceptionnellement pour vous, vous aurez un taxi. Je vais appeler un taxi, et le taxi va vous ramener à la gare. Mais vous savez pourquoi maman a voulu que vous soyez ici? C'est parce qu'ici, vous pouvez apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'université. Vous avez 12 années à l'école primaire, secondaire. Personne ne vous a enseigné comment faire pour ne pas perdre votre girlfriend, votre petite amie. Parce que quand vous êtes en colère, vous dites des choses pas gentilles avec elle, elle a dit des choses pas gentilles avec vous, on se sépare. Et personne ne vous a enseigné comment garder une bonne relation. Il y a des hauts, des bas, mais ça ne va pas dire qu'on ne peut pas garder une bonne relation pour être toujours en harmonie avec les autres. Et vous n'allez pas regretter de passer une semaine ici, parce que c'est une occasion pour que vous sachiez, que vous appreniez comment faire pour ne pas perdre votre partenaire ou votre ami. Et ça, on a pris ici. Et je vous prie, ne pas participer à la méditation assise si vous n'aimez pas, mais il ne faut pas perdre un enseignement de ce moine-là. C'est Thầy Thich Nhat Hanh. C'est un sage. Il y a beaucoup de choses à vous partager. Et il ne faut pas manquer un enseignement de lui. Le reste, vous pouvez vous balader, vous sortez dans les endroits, 1 kilomètre de là. Il y a des châteaux de vin où vous pouvez acheter le vin, manger comme vous voulez. On ne vous défend pas. Mais il ne faut pas manquer des enseignements de Thich Nhat Hanh. Et il a écouté. Il n'a pas. Et quand le taxi est arrivé, elle a dit tombez. Elle a fait un clignotement. Maman, je reste. Pour une semaine, pour essayer. Ensuite, elle a vu des jeunes personnes qui sont assis. Et il y a des sœurs, des frères, mais il y a des hommes et des femmes laïcs de son âge. Elle a demandé pourquoi tu es venue ici. Elle a dit oui. Quand je suis venue ici en tant que laïque, avec 3 ou 4 personnes,
Un an après, un laïc a perdu ses cheveux. Il est devenu moine. Une autre laïque est devenue moyenne. Et je pense que c'est très bien. Je suis venue ici, je me sens très à l'aise. Et c'est comme ça que je reste. Et il a posé des questions. Finalement, il aime beaucoup. Il a acheté tous les livres de Thaï. Et donc, pour vous dire qu'on peut mal perçu quelqu'un. Le vin de Bordeaux, au lieu de la manière de garder bonne une relation entre vous et votre partenaire, on peut avoir une perception erronée. Mais on s'arrête, on écoute. Il y a des moments de la guerre où notre maître a pensé qu'il va mourir, parce que il nous a emmenés à traverser des zones de guerre. C'était en 1964, le commencement du bouddhisme engagé. En ce temps-là, au Vietnam, le bouddhisme, on récite seulement les sutras. C'est un peu trop de bruit, non? On récite seulement les sutras et surtout les enseignements du Bouddha écrits en sino-vietnamien. Et ça n'a pas de sens pour moi, j'ai rien compris. Je n'ai pas un background, un enseignement sur le chinois, donc je n'ai pas compris. Et c'était en 1964, après les grandes inondations au Vietnam, avec 350 000 maisons détruites à cause des inondations qui descendent de la montagne. Et tout le pays est mobilisé pour apporter les secours à ces 4 provinces, Da Nang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tín. Et on apporte des secours ici, là, mais quand notre groupe est arrivé à Da Nang, tout est bien arrangé en bas, mais il y a environ 4000 personnes qui sont décédées durant les inondations, et seulement 3 jours. Mais la pollution, la mauvaise odeur des cadavres sont partout. Et on a dit que si vous traversez cette zone de guerre, parce qu'il y a seulement une route qui est l'Arroyo, c'est une rivière, mais toute petite. Et on traverse, c'est comme une gorge du Tartare, quelque chose comme ça. Très, très. De côté, le mur est très haut. Et il y a des villages. Et les gens restent à l'autre côté de la zone de feu. Et personne n'ose venir apporter les aides. Et Thầy a dit, si le Bouddha est là, si Avalokiteshvara, le Bodhisattva de la grande compassion est là, le Bouddha doit venir apporter les aides. Alors nous allons partir. Qui veut partir avec moi? Et nous sommes 14 personnes, a dit, nous sommes volontaires à suivre vous. Et nous avons 7 grands Ghetai. Ghetai est un bateau de pêche, mais c'est 7 mètres de large et 30 mètres de long. Il y a plein de riz, des objets pour secourir les gens qui ont faim. On a apporté les haricots pour qu'ils puissent faire des petites germes. Dans les germes, il y a beaucoup de vitamines. Et on traverse les zones de feu. Et Thầy a dit que c'est l'énergie de compassion qui vous protège. Parce que les balles des 2 côtés, ils vont vous éviter. Ils évitent l'énergie de compassion. Mais si vous êtes méchant, vous êtes plein d'ego, vous faites cela pour le prestige, vous n'êtes pas protégé. Et nous avons traversé 2 kilomètres où la guerre continue. Et on arrive, on a beaucoup été. Et après ça, Thầy a dit que ce voyage, je suis vivant. Mais si je suis décédé, qui sera votre enseignant? Et depuis ce jour, il a décidé de faire un bouddhisme engagé. Un bouddhisme ne pas rester dans le temps, mais on s'engage dans la vie et on est équipé avec quoi? Avec la compassion, la compréhension, et on équipe la non-peur
Si on meurt aujourd'hui, on continuera à devenir une autre manifestation pour continuer notre trajet. Et il a décidé de mettre en pratique non seulement les préceptes. Les préceptes, c'est-à-dire les bouddhistes, ne pas tuer. Il a dit que ne pas tuer, ça ne suffit pas. Si on tue, on va en prison. On tue un escargot, on ne va pas en prison. Mais il faut regarder profond. Et donc, il met l'enseignement dans les préceptes. C'est-à-dire, au lieu de les préceptes, dire ne pas tuer, il fait. En regardant profondément, j'ai vu que même un escargot a peur de mourir. Une petite chenille a peur de mourir. N'importe quel être vivant a peur de mourir. C'est pourquoi je suis déterminée à ne pas tuer et à respecter la vie. Et donc, 3 parties. Ne pas tuer, non. Regardant profondément, j'ai observé que les êtres vivants ont besoin de grandir, de vivre. Le 2e partie, je suis déterminée à ne pas tuer. La 3e partie, non seulement je ne tue pas, mais je respecte, je libère, je donne la vie à des êtres qui sont nécessaires pour l'humanité. Donc, il met tout dans les 5 entraînements de la pleine conscience et aussi les 14 enseignements de la pleine conscience. Ces 14, c'est comme des vœux des bodhisattvas. Au temps du Bouddha, il y a seulement les 5 entraînements, mais après ça, il y a d'autres patriarches qui mettent aussi les bodhisattvas, les vœux des bodhisattvas, des personnes laïques ou monastiques, qui fait des pas de plus. Et tout ça, il a mis de l'enseignement. Il a mis le sutra du diamant, le sutra beaucoup de sutras très profonds pour mettre dans les préceptes. Et il a dit que avant de réciter les 14 entraînements, les entraînements, c'est notre maître, c'est la torche qui nous entraîne à aller dans la direction de plus de compréhension, de plus d'amour. Et donc, les entraînements, c'est notre maître, c'est pas seulement Thay. Parce que s'il sera décédé, ce sont les entraînements qui vous conduira vers la libération. Et dans ces 14 entraînements, il y a 3 enseignements sur la perception. C'est pourquoi je ne peux pas être trop long, mais je parle de 3 perceptions, 3 entraînements. Le premier entraînement, il ne faut pas trop idolâtrer de votre religion. Parce que vous avez une perception de Dieu qui n'est pas Dieu encore. Et vous pensez que Dieu doit éliminer tout ce qui ne croit pas en Dieu. Et les autres, ils ont cru à la beauté, à la compréhension et à l'amour qui est Dieu. Et pourtant, vous pensez, parce que vous avez une perception qui est très limitée, 5% ou 10%, alors que l'autre a une perception sur Dieu plus profonde. Et vous décidez de tuer parce qu'il ne croit pas en Dieu. Vous êtes coincé par le nom Dieu. Alors que Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est compréhension. Et eux, ils travaillent pour ça. Mais ils n'appellent pas Dieu. Ils disent Bouddha. Ou ils appellent ça Allah. Et vous dites que, bon, il faut les tuer parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Et donc, c'est la perception erronée. Et à 7 ans, vous avez une perception sur Dieu. Il y a un moine, dans un livre de Thay, il a parlé, il y a un novice de lui, qui est plus jeune que lui. Il a une perception sur le Bouddha. Il a vu que les parents apportaient beaucoup de bananes, beaucoup de mangues, beaucoup de fruits au Bouddha. Et donc, pour le petit garçon, la perception sur lui, sur le Bouddha, c'est quelqu'un qui essaie de, quand les gens ne sont pas là, essayer de prendre une banane, manger. Parce qu'il a regardé tout le temps, il n'a pas vu le Bouddha manger le banane. Mais si le Bouddha n'aime pas le banane, pourquoi les gens apportent tant de bananes? Donc, il a essayé de guetter dans un petit coin pour voir quand est-ce. Tout le monde est parti, c'est soir, il fait tard déjà. Il essaie de voir le Bouddha. Et le Bouddha n'a jamais pris un banane.
Et donc, 5 ans après, quand il a rencontré Thaï, donc il a une autre perception sur le Bouddha, une autre perception. Et avec l'âge, vous, ici, vous avez une perception sur le Bouddha, mais tous ne sont pas le Bouddha encore. Donc, vous avez perçu une partie. Et notre perception grandit avec notre pratique pour être plus calme, plus profond et comprendre mieux le Bouddha. Et c'est à cause de cela que le premier entraînement, on n'est pas trop attaché, même on ne va pas tuer quelqu'un pour le bouddhisme. On ne fait jamais de guerre pour un bouddhisme. Même si on sent que les bouddhistes sont tués, tout ça, on ne fait pas la guerre. Parce que notre perception, j'ai bien peur, je ne suis pas habituée à toutes ces méthodes. Donc, on n'est pas très sûr de notre perception. Ça va maintenant? C'est plus sûr avec ça. Donc, on n'est pas sûr que notre perception est correcte, proche de la réalité, et on tue quelqu'un pour notre perception erronée. C'est une tragédie. Donc, le premier entraînement, on n'est pas trop idolâtrique, pas trop fanatique de notre perception sur notre religion. Parce que peut-être quelqu'un est islam, mais il est plus proche de ce que le Bouddha a voulu dire. Ou quelqu'un est chrétien, quelqu'un est bouddhiste, il est peut-être très proche de ce que Jésus a voulu dire. Donc, on doit être très humble, très calme, très ample de notre perception. Deuxième entraînement, il ne faut pas imposer notre point de vue aux enfants. Vous avez une perception sur l'éducation de vos enfants. Et vous êtes un couple de gens d'affaires réussis. Vous avez gagné beaucoup d'argent. Et votre fils aime tellement jouer du violon. Et vous dites, le violon ne t'apporte pas de l'argent. Il faut que tu fasses un diplôme d'ingénieur. Il faut que tu fasses un diplôme de médecin. Mais c'est imposer votre point de vue. Vous avez une perception pour être heureux. Il doit avoir cette éducation de votre manière. Et lui, il a une autre manière de percevoir le monde. Et il sera épanoui s'il peut jouer le violon d'une façon formidable. Et pourquoi imposer votre point de vue? Mais on peut toujours faire le compromis, comme je vous ai dit, comme le mari qui n'aime pas aller au village des pruniers et vous voulez aller à la plage, donc on peut essayer de... Donc, tu peux jouer du violon, maman ne t'empêche pas, mais tu dois faire aussi les études comme il faut, parce que, bon, etc. Donc, on peut faire un compromis. Donc, au lieu d'avoir le point numéro 4 préféré de vous, il aura le numéro 4A. 4 bis ou quelque chose comme ça, un peu de ceci, un peu de là. La même chose pour votre partenaire. S'il veut aller au village des pruniers et vous n'aimez pas, alors il faut aller avec lui et le persuader d'aller à l'endroit où vous aimez. Comme ça, c'est la perception, on doit être humble de notre perception. Et notre fils, notre fille peut avoir des gènes de vos grands-parents. 6 générations avant, il était, votre grand-parent peut-être, un très grand musicien. Et vous avez défendu à votre fils de jouer du violon, c'est pas bien. Et vous pouvez tuer un talent de violoniste, un très grand talent de violoniste. C'est pourquoi il faut respecter
Et le troisième entraînement, c'est aussi sur la perception. Il faut pas imposer notre point de vue. Même si vous êtes grand chef d'entreprise, vous avez un point de vue sur la façon dont vous gérez votre chaîne de supermarché, par exemple. Et il y a quelqu'un, une jeune personne très dynamique qui vous aide beaucoup, mais il a un autre point de vue. On peut faire comme ceci, monsieur, le chef d'entreprise. Il a des idées très initiatives. Et il ne faut pas supprimer. Et ça, c'est sur la perception. Donc, pour vous dire que la perception est très importante. Et quand on est marié à quelqu'un, on est tombé amoureux de 5% de lui, ça n'empêche pas que vous calmez, ne montrez pas votre visage moche, calmez vous-même et écoutez pourquoi il aime tant faire ceci. Et essayez d'entrer dans sa peau pour se réjouir de sa façon d'être éduqué dans son éducation est tellement différente de l'éducation que vous avez reçue. Seulement au Vietnam, on m'a dit qu'un monsieur né au Nord-Vietnam, il a pensé que, bon, pour moi c'est si simple, au Nord-Vietnam, on doit se comporter de cette manière. Et ma femme, qui est du Sud, elle a dit non, c'est étrange, c'est pas bien, c'est incorrect. Mais c'est du Sud-Vietnam et le pays est très long. Et chacun a sa façon d'agir de leur manière et il faut du calme. Il ne faut pas dire non. Il faut être plus humble de votre perception, comment vous agissez pour vous comporter comme un membre de la famille au Nord-Vietnam, comme un membre de la famille au Sud-Vietnam, comme un Français au Vietnam, comme un Allemand au Vietnam, ou comme un Allemand en entrant dans la famille juive. Donc il faut apprendre à être humble à notre perception et on peut toujours vivre en paix. Ça c'est pour, je pense que c'est la fin de ma présentation parce que c'est assez loin déjà. Vous pouvez faire une marche méditative et ça c'est très important. Ne dites pas que c'est rien. La marche méditative, ça vous soulage. Un défaut, un faux pas, un grand faux pas que vous risquez de le faire parce que quelqu'un a dit des choses très méchantes à vous et si vous n'arrivez pas à revenir à votre souffle pour marcher, pour calmer, pour marcher, pour calmer, jusqu'à ce que vous soyez en paix, soyez humble de votre perception et essayez de suggérer quelque chose de plus positif ou écoutez pourquoi il a agi de cette manière qui vous a choqué et à cause de cela que ça aide à ouvrir votre perception, ça aide à ouvrir la perception de l'autre. Je ne suis pas pessimiste parce que je veux que on peut avoir des perceptions erronées, mais si on est plus humble, on est plus calme, on écoute l'autre a des explications assez profondes et ça peut élargir notre point de vue. Et il y a des couples qui ont vécu aux premières années assez difficiles, mais par la sagesse innée dans chacun, il sait comment s'adapter jusqu'au moment où ils peuvent vivre 50 ans, 60 ans ensemble, dans l'harmonie. Parce qu'on comprend déjà les habitudes de l'autre, ce que l'autre a aimé, ce que l'autre a été allergique, et réciproquement. Et on peut vivre jusqu'à la fin de notre vie, 60 ans, 70 ans, heureux.